Bien le bonjour à toutes et à tous, vendredi 31 mars. Nous sommes encore et toujours à Tour et Taxi pour la foire du livre afin de réaliser pour BDBest l'une ou l'autre petite capsule de derrière la palette. Alors qui sera le prochain invité dans quelques instants? Nouvelle interview donc à la foire du livre. Nous allons rester un peu dans l'univers de Tintin, mais cette fois-ci nous allons plutôt aller dans l'archéologie de l'univers d'Hergé et de Tintin en général. Nous avons chroniqué sa brique, nous l'avons d'ailleurs adoré, nous avons appris plein de choses et nous avons relu d'ailleurs tous les Tintins avec sa brique à côté. Une mine d'informations, vous avez évidemment reconnu directement la personne dont je parle, il s'agit de Bob Garcia. Bien bonjour Bob, comment vas-tu? Hello Lou, ça va? Ça va, tu passes une bonne foire du livre? Génial, Alors tu es allé te promener dans Bruxelles, j'ai vu. Oui. C'était la première fois que tu venais, non? Oh là là non, ça fait 20 ans que je viens, 2-3 fois par an, donc je connais bien et j'adore Bruxelles. Et t'as encore découvert des choses? On trouve toujours des petites bricoles. trouve toujours des Ouais, un petit passage avec un théâtre de marionnettes que je connaissais pas, la boutique de Magritte que j'avais jamais vue, donc je suis rentré, j'ai trouvé les bouquins de mon ami Nadine, mon fils, donc ça fait toujours plaisir. Alors, la première question que l'on pose à nos invités, elle est toujours assez classique. Ça me permet un peu de détendre et de soulever, parce que de temps en temps, l'émotion face à la personne que j'ai en face de moi. Bob Garcia en 3 mots, Moi? ça se résumerait comment? En 3 mots, passionné de littérature, de course automobile et de jazz, pour dire quelque chose, voilà. Mais trois de mes passions. 3 de tes passions. Alors, parmi ces passions, il y en a une autre qui est assez importante. Hergé, son œuvre et Tintin. Oui, bien sûr, la bande dessinée d'une manière générale et Hergé. Je suis tombé dedans comme beaucoup de personnes étant petit. J'ai appris un peu à lire, à écrire avec Hergé. Tous ces albums-là m'ont toujours un peu intrigué. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, qui n'était pas vraiment pour les enfants. Et puis une fois devenu adulte, je me suis dit, tiens, je vais étudier cette œuvre-là et je vais savoir exactement de quoi s'est inspiré cet auteur, qu'est-ce qu'il pensait, quelles étaient ses opinions. Et puis voilà, j'ai fait ce travail-là au fil des livres que j'ai publiés sur Hergé. Alors, on ne va pas te demander combien de livres tu as déjà écrit sur Hergé, sur l'univers de Tintin, parce que ça, j'imagine que tu connais la réponse. Sais-tu combien de pages tu as déjà écrites sur l'univers d'Hergé? Alors, plusieurs centaines, mais... Plusieurs centaines? Milliers? Non, quand même pas. Si Le dernier. Le dernier, 300 et quelques pages, hein, non? Donc, à mon avis, plusieurs centaines, on va probablement y arriver. Milliers, alors? Milliers, Ah, oui, bon, on va plusieurs milliers. C'est possible. Ce nouveau tome, donc, Hergé, les ultimes secrets, est-ce réellement les ultimes secrets? Non, parce qu'en fait, c'est une façon de parler, c'est les plus importants, les secrets les plus importants qu'on a découverts depuis longtemps, à mon avis. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas quand j'ai travaillé là-dessus. Et il y aura encore autre chose à explorer. Ça pourrait être le XXe siècle, le soir dans lequel Hergé a publié pendant la guerre. Et là, je suis sûr que dans ces pages-là, des pages de rédactionnelles de ces ouvrages-là, de ces magazines, on doit encore trouver des sources, des influences et des opinions d'Hergé. Mais là, c'est déjà... j'ai bien décortiqué le sujet, je crois, avec ce bouquin-là. Alors, il est clair que 80 000 pages que tu as compulsé, lu, des interviews, tout y est passé. C'est pas tout à fait ça, c'est en fait 80 000 pages à peu près, en gros. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, c'est un chiffre que je me suis donné comme ça. En fait, c'est le petit 20e, le soir jeunesse, et puis après le soir, les pages du soir, et le journal Tintin, que j'ai eu l'occasion de compulser à un moment donné, surtout le petit 20e, au début, une vingtaine ou une trentaine de magazines, en me rendant compte qu'il y avait quand même beaucoup de coïncidences entre ce que je lisais et des passages d'albums de Tintin. Et je me suis dit, au bout de quelques lectures, est-ce que c'est juste des coïncidences ou est-ce que c'est pas quelque chose de récurrent? Est-ce qu'Hergé n'aurait pas, entre guillemets, pompé une grande partie de son œuvre ou de son influence dans les pages des magazines dans lesquels il prépubliait? La seule façon de le savoir, c'était de récupérer la totalité de ces magazines. Ça a duré très longtemps, je suis allé de collectionneur en collectionneur, j'ai eu du mal à compiler tout ça, mais j'ai effectivement réussi à récupérer les 2548, je crois, si j'ai bonne mémoire, magazines dans lesquels Hergé a prépublié entre la première publication en janvier
1929 et la dernière en, j'ai plus la date, je crois que c'est mars, je suis pas très sûr, 1976. Donc j'ai tout ça, j'ai pas avant, j'ai pas après. Et là-dedans, j'ai regardé effectivement, j'ai donc tout scanné, tout photographié en fait pour être plus précis. Et une fois que c'était photographié, c'était facile sur un écran de passer de page à page et ça va assez vite. On se rend compte assez vite dans une page qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui attire l'œil, un titre. Un titre une brève, un élément d'actualité, quelque chose comme ça. Vous lisez un mot étoile et juste en dessous mystérieuse, vous lisez JW juste en dessous Muller. Bon, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose avec l'œuvre d'Hergé. Et comme ça, j'ai réussi à extirper de ces 80 000 pages des pages spécifiques que j'ai mis dans d'autres dossiers qui étaient Tintin, les 24 albums, les 23 albums plutôt, on ne compte pas l'alpha, et puis aussi les albums de Quick et Flupk. Une fois que j'ai fait tout ce travail-là, je me suis rendu compte qu'effectivement Hergé avait pris une grande partie de son influence, de ses inspirations, je veux dire plutôt, dans les propres pages des magazines dans lesquels il prépubliait ses bandes dessinées, auprès de ses collègues, de ses collègues, collaborateurs, etc. Oui, parce qu'il n'écrivait pas tout seul. Non, bien sûr, ils étaient nombreux et Paul Jamin a été une source d'inspiration énorme, qui n'est pas beaucoup cité par les biographes. Et donc j'ai fait ce travail-là. Ça, c'était la première chose. Ça intéresse les tintinophiles, bien sûr, de savoir de quoi Hergé s'est inspiré. Tout le monde trouve son inspiration quelque part. Lui, une grande partie de son inspiration, elle était tout simplement dans ces magazines que personne n'avait jamais pensé à explorer avant ce livre. Donc je devais m'arrêter avant ce livre d'ailleurs, mais quand je suis tombé là-dessus, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. C'est un mémoire de doctorat que vous avez fait là. En tout cas, ça m'a bien amusé. Et puis ça plaît visiblement aux lecteurs aussi. Et l'autre chose, la grande information que j'ai trouvée là-dedans, c'est l'opinion d'Hergé au fil de l'actualité. Souvent à travers le mot de l'oncle Joe. L'oncle Joe, c'est un pseudonyme qu'il utilise, qui est commun avec Paul Jamin justement et lui. Et là, il donne son avis sur ce qui se passe. Et dans les pages du Petit 20e, il y a des avis d'Hergé et de ses proches collaborateurs sur l'arrivée justement d'Hitler au pouvoir, les Juifs, les Noirs, les femmes. Qui permet de casser en brèche pas mal de fausses vérités et de rumeurs qu'on a. Exactement. Qu'est-ce qu'Hergé pensait de l'Afrique, enfin du Congo en général, en particulier, je veux dire, qu'est-ce qu'il pensait des Juifs, ceci, cela. Donc j'ai pu, comme ça, avoir des opinions d'Hergé lui-même, écrites par lui ou par ses proches collaborateurs qui étaient sous sa responsabilité. Il était rédacteur en chef du Petit 20e avant la guerre. Et donc j'ai pu restituer un certain nombre d'avis d'Hergé, où là, effectivement, on s'aperçoit qu'il est absolument pas raciste, sûrement pas misogyne. C'est lui qui a introduit 2 pages pour les filles dans le journal, dans le Petit 20e, contre l'avis des lecteurs masculins, etc., etc. Donc voilà le travail que j'ai restitué dans cet ouvrage-là. En fonction de donc, ces 300 pages, comment serait Hergé aujourd'hui, vu l'actualité? Comment serait Hergé? Oui, quelles seraient ses positions dans l'actualité, dans le monde d'aujourd'hui? Je pense la même chose, c'est-à-dire humaniste. Il prend toujours la défense de l'opprimé contre l'oppresseur. Ça, c'est une constante qu'on voit dans tout, depuis le premier Petit 20e jusqu'au dernier journal de Tintin. Il prend la défense de l'opprimé. Dans les aventures de Tintin, il y a 2 exemples simples. Quand il envoie Tintin en Chine, eh bien, il prend la défense des Chinois contre l'oppresseur japonais. Quand il envoie Tintin au Tibet, il n'y a absolument aucune allusion à la Chine. Donc il passe sous silence le fait que le Tibet est sous domination chinoise. Et plutôt, on montre plutôt quelqu'un qui ressemble un peu au Dalai Lama, le grand moufti ou le grand je sais pas quoi, comme l'appelle Haddock. Et donc il prend plutôt la défense, là encore une fois, du Tibétain oppressé par le Chinois. Donc vous voyez, à chaque fois il va prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur. Je pense que ça sera encore aujourd'hui le cas. Alors, tu as quand même écrit donc énormément de livres sur Tintin. Y en a-t-il certains qui t'ont posé plus de problèmes que d'autres pour les réaliser? Pour les réaliser, non. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire ça et quand je me donnais une ligne directrice, j'allais jusqu'au bout. J'ai décidé d'aller chercher les origines de certains personnages secondaires dans Hergé. J'ai fait un livre là-dessus, etc. Une thématique, j'y vais jusqu'au bout. Ça, aux autres, ça a posé des problèmes. Notamment à Moulinsart et à Nick Rodwell, que je ne nommerai pas, qui ont estimé que mes livres étaient des contrefaçons de l'œuvre d'Hergé. Certains de mes premiers livres, j'avais utilisé des vignettes de Tintin dans
4 livres, je crois. Il y avait une douzaine de vignettes, quelque chose comme ça. Et ils m'ont fait un procès en me disant que non, c'était pas légal d'utiliser des vignettes au titre de la courte citation. La courte citation existe partout, dans tous les pays, y compris en France. Sauf que dans le cas précis de Tintin, quand vous prenez une vignette d'Hergé, c'est pas la reproduction d'une courte citation d'une vignette d'un album, c'est en fait un tableau de maître qui est reproduit intégralement. Voilà la façon dont a été plaidée cette cause-là concernant ces 4 bouquins litigieux. Je vois qu'il y en a un là, c'est Hergé. Oui, c'est un de ceux que Jules Verne Hergé, c'est particulièrement apprécié. Voilà, et ben c'était un des premiers qui avait été effectivement critiqué par Rodwell et sa clique et qui m'avait valu un procès. Donc voilà. D'autres, après, on a fait des parodies, bien sûr, mais la parodie étant légale, ça là, pour le coup, c'est Rodwell qui a perdu son procès contre le Léopard masqué, où j'avais publié le vol des 714 porcinés. Voilà, la réaction logique de quelqu'un de normal, c'est de rire. Mais oui. Rodwell, non, ça l'a pas fait rire. Ouais. D'accord. Donc il a perdu son procès. Il a perdu son procès. Y a-t-il des auteurs de bande dessinée qui t'ont marqué particulièrement dans ta vie? Il y en a eu plein, à part évidemment Hergé, il y en a eu tant. Tu devais en citer un ou deux. Un ou deux, plus tard. Alors je dirais Gottlieb, je dirais Claire Bretéché, je dirais Greg. Il y en a eu tant, je ne peux pas une tous BD en les citer. particulier qui t'a marqué dans ta vie? Une BD plus qu'une autre? Oui. J'adorais Astérix. Et Donc les BD d'Astérix. Parce que bon, Peut-être le premier, Astérix le Gaulois, c'était un choc, une révélation. J'étais fasciné par ça. Puis évidemment, bien sûr, tous les albums d'Hergé, mais ça va de soi. alors on s'arrange toujours pour ne pas faire trop long, hein, donc on essaye de se limiter à un petit quart d'heure. Dernière petite question, parce que bon, il y a ton stand qui t'attend. Tu as de l'électricité maintenant dans ton stand? Toujours pas. Toujours pas. D'accord, ça va. On paye pour, mais on l'a pas. Ça, On l'a pas, voilà, voilà. non. Bon, peut-être que tu l'auras. On va voir. Des projets maintenant? Oui, mais alors pas sur Hergé en l'occurrence. Je vais sortir comme je le disais au début de l'interview, je suis aussi passionné par la course automobile. Et on va sortir avec 2 de mes collègues qui sont des journalistes spécialisés dans l'automobile et en particulier dans les 24 heures du Mans. On va sortir un livre toujours au Rocher qui va s'appeler Les 24 heures et malheurs du Mans. Heures et malheurs du Mans. H-E-U-R-S, donc un jeu de mots sur 24 heures, et en même temps c'est les heures, ça veut dire bonheur et malheur. Parce qu'aux 24 heures du Mans, il y a eu le meilleur comme le pire dans cette course-là, et ça me fascine ça aussi. Donc rien à voir avec l'univers d'Hergé, ni du jazz. D'accord, écoute, un tout grand merci. Je pense qu'on va te permettre de rejoindre Amandine, qui doit t'attendre impatiemment. J'espère. J'espère qu'elle n'est pas partie. Merci à toi en tout cas. Vous évidemment, vous connaissez le principe, hein. Je sais déjà qui est le suivant, on ne va pas arrêter aujourd'hui, hein, quitte à être là, autant en profiter. Mais comme je suis encore terriblement sympa, je ne vous dis rien. Et donc je vous souhaite une bonne continuation pour la journée. N'hésitez pas, donc encore aujourd'hui, samedi, dimanche, 3 jours, 204 stand 204 le mien. 204, donc n'hésitez pas, c'est pas difficile, c'est tout près du Conseil de l'Europe. Donc si vous voyez les grands travaux bleus européens et tout, vous inquiétez pas, le stand est juste là. Et c'est facile à repérer, c'est le seul qui n'a pas de lumière. Donc, allez, bon après-midi en tout cas, à bientôt, au revoir.